Je passe maintenant la parole au dernier intervenant de la table ronde, qui est Maître Thibault du Manoir de Joué, qui est l'un des rares avocats spécialistes de ces questions et qui a d'ailleurs rédigé plusieurs ouvrages sur le droit de l'intelligence économique. Merci, monsieur le professeur. Bonjour messieurs et mesdames. Donc, on a beaucoup parlé là de l'émergence d'un droit du secret des affaires. Alors, je vous rassure, parce que l'heure a pas mal tourné, je vais être assez bref, mais je vais essayer de me poser un petit peu comme avocat du diable. Alors, pas parce que le diable est un bon client pour un avocat avec tous les méfaits qu'il connaît, mais parce que j'ai quelques convictions que j'aimerais vous faire partager. Alors, le premier point, c'est est-ce que les temps sont mûrs pour adopter une loi sur le secret des affaires ? Et est-ce qu'il n'y a pas dans notre législation des points techniques qui s'y opposeraient ? Alors, vous n'y voyez aucun esprit de dénigrement. J'ai m'appuyé tout d'abord sur le Code de la propriété intellectuelle. Et dans le Code de la propriété intellectuelle, vous avez une disposition, qui est l'article L111-1, qui vous dit que le contrat de louage d'ouvrage n'emporte pas transfert des droits d'auteur au profit de la personne qui a commandé. En d'autres termes, si un salarié, alors je vais prendre des termes moins juridiques, si un salarié produit du jus de cerveau en entreprise, si on se fonde sur cet article, eh bien, ça veut dire que le rapport qu'il aura formalisé, tous les documents qu'il aura écrits, lui appartiendront. Et la question que je me pose, alors on peut complexifier le problème, c'est dire, mais si c'est à partir de données confidentielles de l'entreprise, est-ce que ça appartient seulement aux salariés ou est-ce qu'il y a une propriété mixte ou pas ? Et la question qui se pose, c'est comment l'entreprise peut prétendre à un droit au secret sur quelque chose qui ne lui appartient que partiellement. Et est-ce qu'avant de réglementer le secret des affaires, il n'y a pas des réformes à adopter au niveau de cet article du droit d'auteur ? Alors, on en a eu connaissance dans des tas de domaines de la vie économique. Alors, vous connaissez tous le droit des logiciels, où lorsqu'on écrit un logiciel, il a fallu une disposition spéciale en 1985 pour que les droits soient dévolus automatiquement à l'employeur. Et puis récemment, la question s'est posée dans le domaine de la fonction publique, puisqu'il y avait cette disposition qui s'appliquait aussi aux fonctionnaires publics, en disant est-ce que le fonctionnaire qui rédige, l'agent public qui rédige une instruction, un document administratif, est-ce qu'il peut dire c'est protégé par le droit d'auteur et donc je peux repartir avec et l'exploiter comme je veux ? Et la question était oui, jusqu'à une loi de 2006 qui a dit tout ce que crée l'agent, je résume très brièvement, tout ce que crée l'agent dans le cadre de ses fonctions appartient à la collectivité locale, l'établissement public qui l'emploie. Et donc, le préalable, à mon avis, pour adopter une réforme du secret des affaires, c'est sans doute de régler ce problème-là. Je citais le cas du salarié, mais ça s'applique à un fournisseur avec qui on travaillerait. Il ne faut pas oublier que le droit d'auteur, ça envahit tout dans l'entreprise, puisque c'est toute production intellectuelle formalisée. Et ce n'est pas qu'un cas d'école, parce qu'il y a un cas... En fait, j'ai eu l'idée de ces développements en examinant les conclusions de Florian Bourges dans l'affaire Clearstream. Alors, je vous gomme les aspects politiques que vous connaissez bien, mais quand vous regardez l'histoire de Clearstream, c'est au départ, alors je prends le terme de vol qui est inexact juridiquement, mais qui est commode, c'est un vol d'informations par un consultant. Et puis après, le consultant le transmet à Imad Laoud, et puis après, vous connaissez la cascade de personnes qui ont été poursuivies. Et dans ses conclusions en défense, Florian Bourges a dit « Mais je n'ai fait transmettre que mes notes de travail, et ces notes de travail étaient couvertes par le droit d'auteur, donc ça m'appartenait. » Alors ça n'a pas été retenu par la Cour d'appel en définitive, on verra si la Cour de cassation est saisie de ce problème, ce qu'elle dira, mais la question se pose. Et c'est un élément qui m'apparaît extrêmement important. Alors, deuxième point sur le secret des affaires, c'est le rapport avec la liberté d'expression. Est-ce qu'une législation sur le secret des affaires ne va pas brider la liberté d'expression ? Et vous avez quelqu'un qui a été relaxé dans l'affaire Clearstream, et vous avez son nom sur le bout des lèvres, c'est Denis Robert. Vous ne pensez pas celui-là, mais c'est Denis Robert. Alors pourquoi a-t-il été relaxé ? C'est Denis Robert, qui avait pas mal écrit sur Clearstream, a été relaxé parce qu'il était journaliste. Et on s'est fondé sur un texte en disant il y a un droit des journalistes à en connaître. Et dans ce cas-là, s'il y a un droit des journalistes à en connaître, comment l'articule-t-on avec ce fameux secret des affaires ?
Et est-ce que proposer une législation sur le secret des affaires ne va pas amener une levée de bouclier à ce titre-là? Et puis derrière, dans cette liberté d'expression, j'ai le problème qui a dû être abordé ce matin, c'est celui de la publication de toutes les décisions de justice, avec tout ce qu'on entend dans les prétoires qui peuvent être diffusés ubi et orbi. Alors, troisième point sur le secret des affaires, c'est le problème de l'articulation avec les autres textes qui existent de protection du secret des affaires. Alors il y en a, vous avez l'idée toujours, c'est un salarié pour sa défense devant le Conseil de prud'homme a le droit d'emporter tous les documents auxquels il a accès dans le cadre de son contrat de travail pour asseoir sa défense. Quid du secret des affaires? Et puis, vous avez, alors je raisonne toujours à partir de décisions parce que c'est plus intéressant que de raisonner dans le livre. Il y a une décision qui a pas mal défrayé la chronique, qui est du 21 juin 2010. Alors, c'est le début de l'été, c'est à Clermont-Ferrand, et vous voyez l'entreprise qui a été victime des agissements, c'est Michelin. Et dans cette histoire Michelin, donc un salarié qui avait essayé de vendre des informations à Bridgestone, l'ennemi juré de Michelin, sur un site, en plus, il travaillait sur un site qui était classé secret défense. Donc on était vraiment dans l'archétype du vol de secret d'affaires avec tout ce que ça comportait. Et nous sommes tombés sur un magistrat instructeur qui a fait un jugement, qui a fait un renvoi devant le tribunal correctionnel, et les magistrats clermontois ont rendu une décision qui est très intéressante sur le plan du secret des affaires, parce que c'est un catalogue de tout le droit qui peut exister. Alors, au final, le salarié en question a été condamné pour abus de confiance. Mais notamment, il y a un texte qu'on a essayé d'adopter, c'est celui qui a été évoqué tout à l'heure par M. Barra, c'est l'atteinte aux intérêts fondamentaux, aux vitaux de la nation. Et donc, qu'est-ce qu'un intérêt vital ou un intérêt fondamental de la nation? Et vous allez dans 3-4 articles plus loin dans le Code pénal, et vous vous apercevez qu'on vous dit l'atteinte aux intérêts vitaux de la nation, c'est la défense nationale, patati patata, et puis on vous dit c'est les atteintes au potentiel scientifique et économique de la nation. On rajoute même culturel, voilà, et au patrimoine culturel. Et puis cette notion de potentiel scientifique et économique de la nation est reprise dans des tas de textes sur les interceptions téléphoniques, sur les agents privés de recherche, etc. Mais qu'est-ce que le potentiel scientifique et économique de la nation? Et les magistrats clermontois se sont posé la question en disant mais après tout, c'est une enceinte classée secret défense. Est-ce que finalement on peut assimiler secret défense au potentiel économique, scientifique et économique de la nation? Et leur réponse a été non. Et dernièrement, quand je dis dernièrement, ça doit être entre mi-octobre et mi-novembre, vous avez une nouvelle affaire qui a été mise à jour avec les protagonistes qui étaient deux Chinois, qui auraient essayé de prendre des informations à Nancy, j'ai oublié le nom de la société, et les poursuites se sont engagées à l'initiative de la DCRI sur le même fondement, atteinte au potentiel scientifique et économique de la nation. Alors je serais curieux de voir ce qui ressortira d'une décision d'un tribunal ou même d'un juge d'instruction sur ce fondement-là. Et puis j'ai ma question récurrente avec l'articulation avec le secret des affaires. Un point, puis après je conclurai, c'est ensuite sur le secret des affaires, et c'est mon aspect, ma casquette d'avocat quand je suis devant des magistrats comme vous, c'est combien vaut un vol d'information? Est-ce que ça vaut 1 euro, 100 000 euros, 1 million? Alors on a quelques décisions, donc la décision la plus élevée que j'ai trouvée, c'est une décision du tribunal de commerce de Paris, atteinte à la confidentialité par la Deutsche Bank, 25 millions d'euros. Alors c'est quand même très très élevé. Et puis derrière, on a une décision qui est parue récemment concernant un présentateur de télévision que vous connaissez tous, ce qui est PPDA, je crois, 400 000 euros. Donc on commence à avoir une valorisation de l'information. Mais la difficulté auquel se trouvent confrontées les entreprises, c'est comment valoriser cette perte d'information. Et nous avons eu en 2008 une réforme de l'indemnisation de la contrefaçon, où on indemnise la contrefaçon non plus, alors je schématise, c'est beaucoup plus nuancé que ça, non plus en fonction du préjudice subi, mais en fonction du gain escompté par le contrefacteur. Alors est-ce qu'il n'y a pas une voie à explorer au niveau du secret des affaires
à ce niveau-là. Alors moi, moi qui suis bien moins cultivé que certains orateurs, j'ai pas de citation savante à faire derrière. Mais il y a quand même, dans cette histoire du secret des affaires, une logique avec laquelle on rompt, qui était notre logique, qui est peut-être une logique industrielle qu'on doit abandonner, qui était la logique du brevet. Parce qu'autrefois, comment protégeait-on ces secrets? On brevetait, et puis à ce moment-là, plus personne ne pouvait l'utiliser pour utiliser l'invention pendant 20 ans. Et il y a un adage qui dit que breveter, c'est dévoiler, avec toutes les questions de stratégie de brevet qu'on pose derrière. Mais derrière ça, il y a une logique qui est de susciter, de pousser à l'innovation en disant, vous, inventeurs, je vous confère un monopole pendant 20 ans avec tous les royalties que vous pouvez toucher, mais en contrepartie, vous allez publier votre brevet, et grâce à la publication de votre brevet, certains vont pouvoir le lire, et l'innovation va se développer. Alors, le secret des affaires face à l'innovation, je vous laisse la réponse. En tout cas, merci de votre attention.